Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mon fils a préféré la fête de sa femme aux funérailles de son père. J'ai changé mon testament. Je m'appelle Margaret Lewis, j'ai 66 ans. Quelques semaines seulement se sont écoulées depuis la mort de mon mari, et pourtant, j'ai l'impression que toute une vie s'est écoulée entre ce matin fatidique et aujourd'hui. Le vide qu'il a laissé est si immense que parfois j'ai du mal à respirer. Mon mari, Thomas Lewis, est parti dans son sommeil un jeudi matin de mai. Je me souviens précisément de ce jour, comme si le temps s'était figé. La lumière du matin filtrait à peine à travers les rideaux tirés, et pourtant, elle semblait cruellement froide ce jour-là. Je l'ai trouvé allongé là, dans notre lit conjugal, son visage paisible comme celui d'un homme qui s'est simplement endormi pour une courte sieste. Aucun cri, aucune lutte, pas la moindre indication de douleur. J'espère de tout mon cœur qu'il n'a pas souffert, que ce départ a été aussi doux que le souffle d'une brise légère. Mais, à cet instant, tout ce que je voyais c'était l'homme que j'avais aimé pendant plus de 4 décennies, désormais immobile, figé à jamais dans le silence. Ces 43 années que nous avons partagées ensemble défilaient dans ma tête comme un vieux film en noir et blanc, un film parfois joyeux, parfois triste, mais toujours intense. Nous avions traversé des tempêtes, des crises, des conflits, des doutes, mais aussi des accalmies, des moments de tendresse et de complicité, des éclats de rire partagés au creux d'une soirée d'été, et ces silences parfois lourds, quand les mots manquaient mais où la présence suffisait. Toujours, nous avions marché côte à côte, dans cette maison que nous avions bâtie pierre par pierre, jour après jour. Et puis ce matin-là de mai, la vie a brisé ce fragile équilibre. Elle m'a laissé seule dans cette maison désormais trop grande, trop silencieuse, trop vide. Chaque objet, chaque coin, semblait porter l'empreinte de son absence, un vide impossible à combler. Le téléphone à la main, je tremblais. Ce n'était pas seulement la voix qui manquait, ni son rire, ni sa présence. C'était la certitude que, désormais, je devais affronter les jours qui viennent sans lui. Avec ce poids d'absence qui écrase le cœur. J'ai appelé la première personne qui me semblait à la fois la plus proche et la plus fragile dans cette tempête, Andrew, notre fils unique. Mon Andy, mon garçon, l'enfant que j'avais vu naître, grandir, devenir homme. Mon cœur se serrait en pensant à lui. Andrew, c'est ton père, il est mort, ai-je dit d'une voix tremblante, à peine audible. Un silence glacé s'est installé à l'autre bout du fil, aussi long que le poids du monde. Puis, d'une voix hésitante, presque distante, il a répondu. Maman, je suis désolé. C'est un choc, oui. Mais, tu sais, samedi, c'est l'anniversaire de Claire. On a organisé une grande fête. Il y aura un traiteur, un DJ, toute sa famille sera là. Je ne sais pas si on pourra venir. Je me suis figée. Était-ce un cauchemar? Ou avais-je mal compris? Tu veux dire que tu ne viendras pas aux funérailles de ton père? Ai-je demandé, la voix brisée. C'est compliqué, maman. Claire serait vraiment blessée si j'annulais tout maintenant. Un mélange d'incrédulité et de douleur m'a envahi. Comment pouvait-il choisir une fête, des rires, une célébration frivole, au moment même où son propre père partait pour toujours? Comment pouvait-il mettre à distance la souffrance, ignorer le dernier adieu, pour ne pas froisser sa femme? Je n'ai rien ajouté. J'ai raccroché le téléphone sans un mot. Une part de moi refusait de croire ce que je venais d'entendre, espérait encore qu'il changerait d'avis, qu'il se rappellerait d'où il venait, qu'il trouverait au fond de lui la force de venir dire adieu à celui qu'il avait porté, élevé, aimé. Mais cette attente fut vaine. Le samedi, jour des funérailles de Thomas, le ciel lui-même semblait pleurer. Il faisait gris, un gris de cendre, un gris de deuil. La pluie tombait en un filet fin, glacial, comme si chaque goutte s'accordait au rythme de mes propres larmes, silencieuses mais constantes. Ce n'était pas une pluie orageuse, non. C'était une pluie triste. Une pluie de souvenirs. Une pluie de solitude. Je suis arrivée tôt à l'église, enveloppée dans un manteau noir qui me semblait trop lourd pour mes épaules affaiblies. Chaque pas que je faisais sur le sol détrempé résonnait comme un écho dans ma poitrine vide. La petite église en pierre,
celle que nous avions choisie ensemble des années plus tôt, au cas où, semblait étrangement étrangère sans Thomas. L'entrée sentait le bois humide et les cierges à moitié consumés. À l'intérieur, tout était silencieux, à l'exception des soupirs et des reniflements discrets. Sur le cercueil, j'avais déposé une rose blanche. Une seule. Simple, comme lui. Sobre, comme son amour. Dans les bancs, il y avait mes 2 sœurs, venues malgré leur douleur, et quelques amis de longue date, ceux qui avaient connu Thomas dans ses années de gloire, puis dans ses années d'affaiblissement. Et puis, il y avait Rachel, ma nièce, assise au premier rang à mes côtés. Elle avait posé une main douce sur la mienne. Elle n'avait rien dit. Elle n'en avait pas eu besoin. Sa présence suffisait. Mais Andrew n'était pas là. Chaque fois que la porte s'ouvrait et laissait entrer une silhouette, mon cœur se soulevait brièvement. J'espérais. Peut-être qu'il avait eu un sursaut. Peut-être que la conscience avait frappé à sa porte. Peut-être que malgré tout, il viendrait. Mais la porte ne s'est jamais ouverte pour lui. Au lieu de cela, ce jour-là, j'ai vu autre chose. Ce fut Rachel qui me tendit son téléphone, discrètement, comme si elle ne voulait pas que je le voie. Mais j'ai vu. J'ai vu les photos. Des stories Instagram. Des ballons dorés suspendus au plafond d'un restaurant chic, des assiettes de fruits de mer, des éclats de rire figés sur des visages fardés. Et Claire, dans une robe scintillante, posant devant un mur de fleurs. Le regard fier, le sourire éclatant, les bras tendus comme pour embrasser le monde entier. Puis j'ai vu Andrew. Mon fils. Lui aussi souriait. Une coupe de champagne levée, un bras autour de Claire. Légende. Une fête inoubliable pour l'amour de ma vie, cœur rouge #grateful #blessed. Et moi? Moi, j'étais assise sur un banc froid, les mains jointes sur mes genoux, devant le cercueil de l'homme qui lui avait donné la vie. Et lui, il faisait la fête. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Ce n'est pas facile de pleurer quand on se sent figé de l'intérieur. Le chagrin était trop profond pour trouver la sortie. Mais en rentrant chez moi, après la cérémonie, dans cette maison soudain immense et silencieuse, je me suis effondrée. Je n'ai pas pleuré parce qu'Andrew n'était pas venu. Non. Je me suis effondrée parce qu'il avait choisi autre chose à la place. Parce qu'il n'avait même pas tenté de cacher sa joie pendant que moi, je disais adieu à son père. Parce qu'il avait rayé le deuil de son agenda comme un détail dérangeant, un contretemps à une journée brillante. Il avait remplacé la mémoire par l'insouciance. Le deuil par les bulles de champagne. Et moi, par le vide. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose en moi venait de se briser. Pas seulement mon cœur. Ma confiance. Ma foi en lui. Une semaine après les funérailles, alors que la maison baignait dans un silence que même le chant des oiseaux ne brisait plus, Andrew est venu. Je ne l'avais pas vu arriver. J'étais dans la cuisine, en train de laver une tasse de café vide, la sienne, laissée au fond d'un placard depuis des mois. C'était un geste simple, presque mécanique, comme si, inconsciemment, je voulais lui redonner sa place dans cette maison. Mais cette illusion a volé en éclats dès qu'il a franchi la porte. Il est entré comme un étranger trop à l'aise. Lunettes de soleil noires vissées sur le nez, un gobelet de café en carton à la main, une oreillette sans fil dans l'oreille gauche. Il portait une veste claire, comme s'il sortait d'un brunch, pas comme s'il venait voir sa mère veuve. « Salut maman. Tu vas bien ?» Sa voix était légère, presque joviale, comme s'il parlait à une voisine de palier croisée par hasard. Je me suis retournée lentement. Nos regards se sont croisés, et je suis restée un moment sans rien dire. Je voulais mesurer ses traits, sa posture, sa sincérité ou son absence. « Tu arrives trop tard, Andrew. » Il a levé les yeux au ciel comme un adolescent contrarié. Puis il a soupiré profondément, un soupir lourd de condescendance. « Écoute, je suis désolée, d'accord ? Mais Claire avait vraiment besoin de moi. Elle traverse une période difficile en ce moment. Le stress du travail, sa mère qui est malade, et, enfin tu sais, elle est très sensible. » Je l'ai regardé longuement. Non, je ne savais pas. Et à vrai dire, je n'en avais plus envie. Il continua, comme s'il répétait un discours appris par cœur, en espérant que ça suffise à effacer l'abandon, l'absence, le mépris. «
Et puis, papa et moi, on n'était plus très proches ces dernières années. Il a dit ça sans émotion. Comme si cela justifiait tout. Comme si l'éloignement justifiait l'indifférence. Comme si l'amour devait être mesuré à la fréquence des appels ou des discussions. Puis, sans attendre mon accord, il s'est dirigé vers le fauteuil de Thomas. Il s'y est installé, avec une aisance glaciale. Il croisa les jambes, but une gorgée de son café, posa sa main sur l'accoudoir gauche, celui où Thomas posait toujours la sienne, en lisant le journal, et il m'a regardé avec un calme presque professionnel. Tu sais, Claire et moi on a beaucoup réfléchi. On pense que ce serait peut-être le moment de mettre la maison à mon nom. Ce serait plus simple, tu comprends? On pourrait la rénover, peut-être même revendre. Tu pourrais trouver quelque chose de plus petit, quelque chose de plus adapté. Une résidence pour seniors, par exemple. Moderne. Avec une aide à disposition. Ce serait plus pratique pour toi. Ces mots me sont tombés dessus comme des pierres. Chaque syllabe était une gifle. Pas une gifle violente, mais lente, douloureuse, précise. Je l'ai observé s'installer comme un propriétaire, s'approprier l'espace, comme s'il était déjà chez lui. Comme si mon deuil n'était qu'un détail dans un plan immobilier. Cette maison, il ne la voyait plus comme un foyer, mais comme un bien. Un actif. Un potentiel. Mais pour moi, cette maison était une mémoire vivante. Chaque pièce racontait une histoire. Le salon, où Andrew avait appris à marcher, en s'agrippant au bord du canapé. La cuisine, où Thomas chantonnait chaque dimanche matin en préparant ses fameux œufs brouillés. L'escalier, où j'étais restée assise toute une nuit après avoir surpris Andrew adolescent en train de fumer dans le jardin, incapable de le gronder. Le sapin qu'on installait chaque Noël dans le coin droit du salon, toujours trop près du radiateur, aux grandes dames de Thomas. Chaque recoin de cette maison avait vu nos disputes, nos réconciliations, nos anniversaires, nos adieux. Et lui, mon propre fils, me proposait de tout effacer. De tout vendre. De tout vider. Parce que sa femme avait besoin de place. Je ne savais pas ce qui me faisait le plus mal. Sa trahison ou son indifférence. Peut-être que les deux ne faisaient qu'un. Un gouffre venait de s'ouvrir entre nous. Un gouffre creusé non par un simple désaccord, mais par un choix, le sien. Ce soir-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée allongée dans notre lit, ou peut-être devrais-je dire mon lit, désormais le regard perdu dans le plafond, les paupières brûlantes. Le silence de la chambre était épais, pesant, presque oppressant. Le genre de silence qui ne vous laisse pas penser, mais vous oblige à ressentir, pleinement, crûment. J'ai pleuré. Pas pour Thomas. Non. Lui, il était parti dans la paix. Il avait quitté ce monde sans lutte, sans cri, comme un homme qui savait qu'il avait tout donné. J'avais la certitude qu'il reposait quelque part, tranquille, hors d'atteinte de la déception et de la honte. Non. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour Andrew. Pour le fils que j'avais élevé, nourri, bercé, soigné. Pour le petit garçon aux genoux sales et aux dessins maladroits, qui me disait qu'il voulait me construire une maison quand il serait grand. Pour ce fils-là, que je ne retrouvais plus dans l'homme assis la veille dans le fauteuil de son père, calculateur, froid, étranger. J'ai pleuré pour l'aveuglement, pour le vide, pour cette ligne invisible qu'il avait franchie, celle où l'on cesse d'honorer ce qui nous a été transmis pour ne penser qu'à ce qu'on peut obtenir. Et puis, quelque chose en moi s'est calmé. Pas par résignation. Par clarté. Comme si, au bout de mes larmes, je n'avais plus de place que pour une seule chose, la vérité. Le lendemain matin, j'ai appelé mon notaire. Sa voix, au bout du fil, était surprise. Cela faisait longtemps que je n'avais pas demandé à le voir. Mais il m'a reçu dès le matin. Je me suis levée tôt, j'ai mis mon tailleur gris, celui que Thomas aimait bien. Il disait toujours que j'avais l'air d'une femme de tête quand je le portais. J'ai pris un dossier. À l'intérieur, une photo de notre maison, une liste de mes comptes, une carte écrite par Rachel 2 jours après l'enterrement, un petit dessin des enfants de la jeune femme que j'accompagnais à l'église. Et une enveloppe blanche, sans timbre, sans adresse. À la main, pour Andrew. Quand je suis entrée dans le bureau du notaire, il m'a salué avec un sourire poli, mais j'ai vu dans ses yeux qu'il sentait l'importance de ma démarche.
Je me suis assise, droite, digne, et j'ai dit. Je veux changer mon testament. Aujourd'hui. Entièrement. Il a hoché la tête, et nous avons commencé. J'ai tout réécrit. La maison, notre maison, celle que Thomas avait construite de ses mains, où les murs portaient encore l'écho de nos rires et de nos disputes, je l'ai léguée à Rachel, ma nièce. Parce qu'elle avait été là. Non pas en prétendant aimer, mais en aimant vraiment. Discrètement. Fidèlement. Sans rien demander. Mes comptes épargne, fruits de décennies de prudence, d'économies rangées dans des enveloppes au fond de tiroirs, je les ai transférés à une fondation pour veuves isolées. Parce que je savais maintenant ce que signifiait être seule avec sa douleur. Et je voulais que d'autres femmes, comme moi, trouvent un peu de lumière quand tout s'éteint. Mon assurance vie, j'en ai fait le soutien d'une jeune femme que j'aide depuis quelques mois. Elle s'appelle Tasha, elle a 2 enfants, un passé marqué par la violence, mais une force intérieure admirable. Elle se lève chaque matin à 5 heures pour étudier tout en travaillant. Elle ne me doit rien. Et c'est pour ça que je lui laisse tout. Et à Andrew, j'ai laissé une lettre manuscrite. Juste une lettre. Rien d'autre. La lettre à mon fils. Andrew, tu étais mon fils. Tu es né de moi. J'ai porté ton corps, mais aussi tes peurs, tes rêves, tes colères. J'ai nourri ton âme de mon amour, de mes nuits blanches, de mes prières silencieuses. J'ai cru, pendant longtemps, que ce lien-là était indestructible. Que quoi qu'il arrive, tu serais toujours mon garçon. Mais un jour, tu as choisi. Tu as choisi de faire la fête pendant que je disais adieu à l'homme qui t'avait élevé. Tu as levé ton verre pendant que je m'agenouillais devant le cercueil. Tu as souri à une caméra, pendant que mes mains tremblaient autour d'un chapelet. Et surtout, tu n'as même pas eu la décence de t'excuser pour ton absence. Tu n'as pas seulement abandonné ton père, Andrew. Tu m'as abandonné, moi aussi. Et puis, tu es venu. Une semaine plus tard. Pas pour me demander comment j'allais. Pas pour me tendre la main. Mais pour me demander ma maison. Tu ne voulais pas mes souvenirs. Tu ne voulais pas ma douleur. Tu voulais ma signature. Alors je t'écris aujourd'hui, non pas par colère, mais par vérité. Un héritage, Andrew, ce n'est pas un droit. Ce n'est pas une dette à régler. C'est un prolongement de l'amour. Et cet amour-là, le tien, s'est éteint quelque part. Entre un toast et une chanson. Je ne t'en veux pas. Mais je ne peux plus faire semblant. J'espère qu'un jour, tu trouveras en toi le courage de regarder bien en face ce que tu as perdu. Pas ma maison. Moi. Maman. Aujourd'hui, je vis une autre vie. Une vie plus silencieuse, parfois, mais une vie pleine. Une vie plus simple, oui, mais surtout, plus authentique. Je ne cours plus après l'amour des autres. Je ne mendie plus la reconnaissance d'un fils devenu aveugle à ce qui compte. Je ne construis plus autour du vide. Je construis en moi. Après les funérailles, après la lettre, après la tempête, j'ai eu peur. Peur de cette solitude nouvelle, de ces jours vides, sans Thomas, sans Andrew. Mais j'ai découvert qu'on peut vivre avec un cœur fracturé, et que parfois, la lumière entre justement par les fissures. Je me suis inscrite dans un centre communautaire, pas très loin de chez moi. Au début, je ne voulais que m'occuper. Passer le temps. Faire semblant. Mais très vite, j'ai rencontré des femmes. Des vraies. Des blessées, des debout. Des mères rejetées, des filles oubliées, des épouses quittées. Chacune portait son propre deuil, visible ou non. Nous avons formé un cercle. Et dans ce cercle, j'ai commencé à parler. Pas pour pleurer. Pas pour me plaindre. Mais pour transmettre. Pour dire qu'on peut se relever sans se venger, qu'on peut exister sans permission, qu'on peut être mère sans être sacrifié. Je donne aujourd'hui des conférences, ici et là, dans des bibliothèques, des écoles, des petites associations. Je parle de la dignité, de ce mot qu'on oublie trop souvent quand on est une femme, une épouse, une mère. Je parle du pardon, pas celui qu'on donne pour excuser, mais celui qu'on s'offre pour se libérer. Je parle des liens familiaux, de leur beauté, mais aussi de leur cruauté quand ils deviennent des chaînes. À la fin de mes interventions,
il arrive souvent qu'une jeune femme s'approche de moi. Elle ne dit rien au début. Elle me regarde. Les yeux brillants. Puis elle m'enlace. Et d'une voix tremblante, elle murmure. Vous m'avez fait penser à ma mère. Alors, je souris. Et je réponds parfois. Et toi, tu m'as fait croire que tout n'est pas perdu. Je ne suis plus seulement la mère d'Andrew. Ce titre-là, je l'ai porté trop longtemps comme un étendard, comme une prison aussi. Aujourd'hui, je suis Margaret Lewis. Veuve, oui. Mais aussi vivante. Forte. Ancrée. Libre. Je ne vis plus dans l'attente d'un appel, d'une reconnaissance tardive, d'un pardon qui ne viendra peut-être jamais. Je vis ici. Maintenant. Et je n'ai plus peur d'être seule. Parce que je ne suis plus abandonnée. Je me suis retrouvée. Et cette femme que j'ai retrouvée, elle me plaît. Elle marche droite, elle parle vrai, elle aime doucement. Elle est moi. Entière. Enfin.